En Angleterre, pays de la Sainte Reine Mère et des mariages royaux en tout genre, il y a des auteurs qui détonnent. Des petits cinéastes que l'on peut considérer comme des révolutionnaires et qui veulent tout simplement bousculer notre vision du 7e art. Ces auteurs font tous partie de la même génération, même si bien sûr, on en compte certains qui ont su s'imposer depuis un bon petit paquet d'années. Un des exemples me revenant en tête comme ça reste le grand Peter Greenaway, génie de la mise en scène et de l'ironie, qui encore aujourd'hui est capable de bousculer mes attentes autour d'une de ses œuvres, sans forcément toujours réussir à s'imposer auprès du grand public. Bien sûr, dans vos têtes de cinéphiles et d'amoureux d'une génération, tout à fait dans l'air du temps, je sais bien à qui vous pensez. À Edgar Wright, génial créateur de délires aussi hautement référencé que puissamment jouissif. Joe Cornish, co-auteur de génie et dernièrement concepteur de petits délires savoureux. James Watkins, créateur de concepts horrifiques qui a eu du mal à s'en sortir dernièrement. Et ce n'est que la surface émergée d'un iceberg révélateur d'un cinéma anglais aussi inventif que purement et simplement inspiré. Au cœur de tout ce génie et de cette puissance créative, il y a un cinéaste, peu reconnu, qui est en train de faire son retour après une longue pause au sein de la télévision. Un cinéaste dont les premières œuvres, aussi fondamentalement référencées que purement et simplement divertissantes, ont tout de même souvent été remises en question par des critiques et des détracteurs ne comprenant pas la réussite d'un auteur de génie, un metteur en scène qui a toujours cherché à s'évader de ce que l'on attendait de lui pour proposer aux spectateurs des paris souvent risqués, parfois loupés, mais qui avaient au moins le mérite de ne pas se reposer sur des lauriers et d'essayer de nous surprendre. Un réalisateur à l'esthétique hautement inspiré, dont la puissance des images et l'inventivité de certaines idées de réalisation et d'esthétique ont donné lieu à des cadrages, des images de cinéma qui encore aujourd'hui hantent véritablement les spectateurs qui ont assisté à la projection d'un de ces objets filmiques, souvent inclassables, mais toujours délirants et à la hauteur du bonhomme, si tant est qu'on le connaisse un peu, de manière ludique et cinématographique, et non intime bien sûr. Neil Marshall est certainement un nom qui vous est totalement inconnu. Mais pourtant, à mes yeux, il est responsable d'un des métrages les plus importants de toute une génération de cinéastes de genre. Déjà, pour placer le contexte ainsi, il a composé ce qui est à mes yeux l'une de mes premières claques cathartiques d'un cinéma de genre anglais qui se verra confirmé par la suite avec Eden Lake de James Watkins, The Descent. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce film, aussi culte que souvent critiqué, reste un de ces métrages qui faisait partie d'une époque et qui aujourd'hui semble avoir complètement disparu de la surface des références pourtant essentielles d'un cinéma de genre anglais qui, sans ce film, sans le génie de Wright, sans l'inventivité de l'autre Wright, Joe, et sans la puissance graphique de Watkins, n'aurait certainement jamais réussi à s'imposer aux yeux du monde. Personnellement, je pense que dans le genre œuvre référentielle d'un cinéma de genre anglais se renouvelant totalement, The Descent se joint à Eden Lake, Anna et Shaun of the Dead, œuvres qui restent à mes yeux des morceaux cultes et essentiels de cinéma anglais des années 2000. J'ai toujours trouvé le cinéma anglais fascinant, surtout le cinéma de genre. Mais je pense que le deuxième long métrage de Neil Marshall m'en a fait pleinement prendre conscience. J'ai toujours trouvé intéressant les choix de Marshall, même au cœur de son premier film, qui reste un concept assez bizarre et pas forcément si subtil que cela, mais que le cinéaste britannique a tout de même cherché à tenir tout du long de son concept pour un film de genre vraiment barré, mais totalement assumé dans le délire bis et rétro de son approche du cinéma de SF et de monstres, faisant ainsi de Dog Soldiers une bonne grosse pantalonnade qui ne cherche pas à être plus qu'un bon film de genre, gore comme c'est pas permis, divertissant et jouissif, drôle et décalé, bref, un pur petit délire que Marshall avait envie de mettre en place et qui, même s'il lui permettra par la suite de mettre en chantier son deuxième et culte long métrage The Descent, reste tout de même le témoignage d'un metteur en scène qui veut avant tout s'éclater avec le cinéma et non pas forcément chercher à lui donner une profondeur que certains veulent absolument atteindre au cœur de celui-ci. C'est peut-être là que l'on réussit à saisir que Marshall est avant tout un réalisateur de délire, et pas forcément tant que ça, un concepteur de génie. Le souci avec Marshall, c'est que souvent, il s'est un peu planté dans sa démarche, alignant les idées bizarres et saugrenues, qui ne donnaient pas forcément lieu à des œuvres cohérentes en termes de contenu, mais pire encore, qui donnaient lieu à des objets de cinéma difficilement classables, et pire encore que ça, car ce n'est pas tout, qui ne parvenaient même pas à être logiques dans leur simple concept de base. Neil Marshall a toujours aimé jouer avec les frontières du genre, et je pense clairement que ce qui a mis un énorme frein à sa carrière, c'est sans le moindre doute le long métrage qui a suivi The Descent, une œuvre que j'ai du mal à trouver bonne, car en soi, il s'agit d'un délire que Marshall n'arrive pas à tenir. Un délire de SF dystopique et apocalyptique que je n'aime tout simplement pas et qui, je pense, a tout simplement enterré Marshall au cœur du cinéma pendant tout de même pas loin de 10 ans, faisant de Doomsday bien plus qu'une simple erreur de parcours, et ce n'est pas Centurion, honorable film de genre romain, qui a pu rattraper cela, ce dernier étant tout simplement un énorme beat pour le metteur en scène anglais. Finalement, Marshall fait partie de cette génération qui a fait le pont entre le petit et le grand écran.
Que ce soit dans sa terre natale ou chez les Américains, le metteur en scène anglais a donc cherché au cœur du petit écran à apposer une nouvelle fois sa patte, en constituant un ensemble d'épisodes au travers de séries brassant à nouveau différents genres, parvenant ainsi à faire de lui un auteur immanquable de la scène anglaise, et en ce sens, je pense profondément que la suite de sa carrière est vraiment passionnante. On pourra toujours remettre en cause la qualité de certains épisodes de séries qu'il a réalisés, mais par exemple, c'est à lui que l'on doit certains des meilleurs premiers jets de séries comme Black Sails, Westworld ou encore Perdu dans l'espace, parvenant à imposer un cinéma de genre dans des productions aussi diverses que différentes dans la manière d'aborder l'approche et le lien entre cinéma et télévision. C'est ainsi que l'on commence à cerner la mécanique d'un metteur en scène qui a su, au fil du temps, s'imposer dans le monde assez fermé de la télévision. Alors certes, même avec tout cela en tête, je n'aurais jamais imaginé que le bougre pourrait prendre en main le reboot d'un diptyque cinématographique qui franchement n'en avait pas vraiment besoin. Mais en soi, derrière cette idée, se cache peut-être une envie de la part de l'auteur de tout faire pour revenir sur le devant de la scène en un sens. Peut-être que cela se soldera malheureusement par un échec cuisant, et peut-être que tout simplement, en tant que cinéphile, je me sentirais tout autant trahi que face à Doomsday. Mais cela me fait plaisir de me dire que je vais pouvoir retrouver sur un écran de cinéma le génial concepteur d'un film de genre qui reste pour moi à ce jour l'une des perles que Sa Majesté Elisabeth II peut se targuer d'avoir permis sous son règne. Pour finir, tout simplement, je pense que je ne peux terminer que sur une seule phrase. God save Neil Marshall.